Bonjour, chers amis, chers collègues, mesdames et messieurs. Bienvenue au colloque du Centre Franco-Paix sur la sécurité climatique. Mon nom est Bruno Charbonneau, je suis professeur titulaire au Collège militaire royal de Saint-Jean, où je suis aussi directeur du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise. Et aujourd'hui, évidemment, je suis surtout le directeur du Centre Franco-Paix de la chaire Raoul Dandurand. Et je serai votre hôte pour la journée. Donc, allons droit au but. Ce colloque s'inscrit dans un contexte historique de ce que j'appelle la polycrise, c'est-à-dire où de multiples crises émergent, s'entremêlent et remettent en question, selon certains, l'ordre mondial et même les fondements de nos sociétés. L'année 2020, je ne vous apprends rien, a été un choc extraordinaire et une catastrophe sans précédent. The Economist estime que la COVID a causé de 11 à 17 millions de morts, peut-être même jusqu'à 20 millions de morts, jusqu'à présent, sans compter les malades et ceux et celles qui vivent avec les séquelles de la longue COVID. Environ 1,6 milliard d'élèves sont retournés à la maison. En mars 2020, les marchés financiers s'effondraient, l'économie mondiale s'est arrêtée et la réponse des banques centrales a été, notamment sous le leadership de la Réserve fédérale américaine, d'imprimer de l'argent, ce qui remet en question les fondements macroéconomiques du néolibéralisme. À travers le monde, donc, l'année 2020 a vu environ 1 800 milliards de dollars injectés via les actions des banques centrales et divers programmes gouvernementaux. On a vu une rivalité aussi autour de la COVID, notamment la rivalité entre la Chine et les États-Unis qui a pris de l'ampleur. Bref, la liste des chocs et des transformations causées par la pandémie est longue et elle continue alors que la pandémie n'est pas terminée et qu'il y a plusieurs milliers de morts toujours à chaque jour. Malgré le choc, la COVID-19 n'était pas une surprise stratégique. Une telle pandémie avait été prédite par les experts depuis des années, et la chance a été que le virus n'ait pas été aussi mortel qu'il aurait pu l'être. Et pourtant, les États ont largement démontré leur manque de préparation ou, dans certains cas, de volonté à agir ou même de reconnaître les dangers de la situation. Les réponses ont souvent été aussi nationalistes, ce qui a en partie miné la coopération internationale et exacerbé les écarts entre les pays riches et les pays pauvres. Il ne faut donc pas être surpris des comparaisons qui sont maintenant faites entre la COVID-19 et la crise climatique. La crise climatique et ses effets ne sont pas et ne seront jamais une surprise stratégique. According to some, Canada is supposed to be one of the countries to benefit from climate change. Yet in 2021, climate change hit Western Canada hard. The province of British Columbia declared a state of emergency on 3 occasions for forest fires, a heat dome, and recent flooding. These 3 climate events fed into each other. Heat domes increase the likelihood and ferocity of forest fires. Forest fires destroy the trees that can prevent landslides, and both forest fires and heat domes diminish the capacity of the soil to absorb water. Casualties, both human and non-human, crop failures, supply chain disruption, property destructions, were some of the major impacts of those events. And these are in the context of a world that has reached only 1.2 degrees of warming. The International Energy Agency calculates that updated pledges after COP26 could limit warming to 1.8 degrees by the year 2100. But that's the very best case scenario. It assumes the full implementation of all targets by 2030. It is a scenario that seems extremely unlikely given the current political climate. Instead, Climate Action Tracker assesses that we're heading towards a 2.7, 2.8 degree of warming based on current policies and practices. A worst-case scenario would be a growing gap between climate pledges and policy implementation, and thus the possibility still of 3 or 4 degrees of warming. So if the climate events of the last month in British Columbia, to just use this one example, at 1.2 degree of warming are a glimpse of our future, we should not kid ourselves about what 1.8 to 3 degree or even 4 degrees of warming scenarios mean for the 2030s, the 2040s, and beyond. At 2.7 or 2.9, models predict 1.5 billion displaced people, 30% decrease in food production, uninhabitable temperatures close to the equator, and much more. And again, if I can use Canada in 2021 as a case study,
Although let's not forget all the other climate extreme events and natural disasters of the past few years, including Australia, India, China, Germany, Niger, Texas, Brazil, to name just a few. One lesson is Canada is not ready to face a climate crisis. Aside from the relative absence of climate mitigation policies, the events of recent months in British Columbia demonstrate the need for Canadians, and probably many others across the world, to start taking climate adaptation seriously. Moreover, as my colleague Christian Leclerc and his co-author Peter Kaczorek write on Canada during COVID, I quote, "Prior preparations evidence a failure of imagination as to the predictable impacts of a pandemic as well as an unwillingness to spend on preparedness." In commenting on why countries fall victim to military surprise attack, Richard Betts concluded that victims get used to the wolf at the door and to succumb to the lure of differing decision. The COVID pandemic appears to be a case of this syndrome, end quote. So what our colleagues say about COVID could be said about climate change. Again, the comparison is interesting to say the least. COP26 showed us world leaders unable or unwilling to commit and engage in immediate measures to radically reduce carbon emissions and to phase out fossil fuels. But COP26 also showed a failure of imagination and unwillingness to prepare for climate change. And when and where there is such preparation, it is very selective and very limited. Donc, quels sont les liens entre tout ça et notre colloque? Qu'est-ce que ça veut dire de parler de sécurité climatique? Pour moi, parler de sécurité climatique, en grande partie, c'est parler d'adaptation au changement climatique. C'est accepter l'inévitabilité du changement climatique et tenter de prévenir certaines conséquences. C'est débattre des effets du changement climatique sur le sujet et l'objet des politiques et des pratiques de la sécurité. Depuis une quinzaine d'années, le changement climatique est de plus en plus considéré comme un problème de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations unies reconnaît que le climat peut agir comme un multiplicateur de menaces qui aggrave d'autres facteurs au cœur des conflits armés. À son sommet annuel de juin 2021, l'OTAN annonçait son objectif de devenir, je cite, « l'organisation internationale de référence s'agissant de comprendre les incidences du changement climatique sur la sécurité et de s'y adapter ». Fin de citation. Donc, s'il est largement admis que le changement climatique entraîne des répercussions sur la sécurité, il n'existe pas de récit commun ni de conceptualisation ou de compréhension partagée. Les politiques, les groupes de réflexion, les think tanks, les universitaires sont souvent en désaccord sur ce qui constitue des réponses appropriées. De plus, ces discours n'ont pas conduit à des actions bien concrètes jusqu'à présent. Les informations, les données, les analyses sont disponibles, mais le passage de la conceptualisation, de la théorisation à la mise en œuvre peine à naître. Notre colloque est construit autour donc de 4 panels qui permettront d'identifier et de débattre des enjeux de sécurité dans le contexte de la crise climatique. 2 thématiques principales sont explorées. D'abord, la question des liens entre le changement climatique et les conflits armés. Pouvons-nous parler de guerre du climat? Y a-t-il des liens entre climat et conflit? Les recherches universitaires sur le sujet peinent à démontrer le lien de cause à effet. Et les débats font apparaître les vieilles divisions entre les approches quantitatives et qualitatives, ces dernières se montrant réticentes aux prétentions des premières sur les possibilités d'analyse et de conclusion causale. Un certain compromis semble émerger depuis quelques années via l'étude de causes dites indirectes, par exemple les effets de la crise climatique sur la sécurité alimentaire, l'agriculture, les migrations, l'ampleur des désastres naturels, les relations économiques, sociales, etc., qui, eux, ces facteurs, pourront engendrer de l'instabilité ou des conflits. Dans ce cas, le climat n'est ni nécessaire ni suffisant pour déclencher un conflit, mais la situation peut s'envenimer selon la manière dont réagissent les gouvernements, les institutions, les organisations, les acteurs qui répondent ou ne répondent pas à la crise climatique. Les enjeux sous-jacents à ces débats sont directement liés aux politiques et aux pratiques d'intervention. Quelles sont ou seront les conséquences pour les pratiques et les acteurs du triple nexus, les gens qui travaillent dans la sécurité, la paix, le développement et l'humanitaire? La deuxième thématique de notre colloque est celle des liens à faire ou à ne pas faire entre le changement climatique, la sécurité et les activités de défense.
Parallèlement au débat sur les guerres du climat, les décideurs, les praticiens, les chercheurs de la sécurité réfléchissent aux menaces directes qui pèsent sur les bases militaires et les infrastructures stratégiques, aux effets sur l'environnement opérationnel des forces armées et aux demandes accrues ou à venir pour des interventions humanitaires. Par exemple, avec la recrudescence des désastres d'origine climatique, les forces militaires de multiples pays de l'OTAN interviennent de plus en plus souvent. Dans de nombreux cas, les catastrophes causées par des événements météorologiques extrêmes ou même la COVID-19 ont amené les forces militaires à jouer un rôle de soutien dans la gestion civile des crises. Livraison de provisions, évacuation des citoyens, remise en état des infrastructures essentielles et un soutien général aux opérations. Au Canada, ces rôles sont relativement remis en question. Encore une fois, pour citer mes collègues, Christian et Peter, je cite, "The view has developed within the armed services that humanitarian relief and domestic missions are a threat to their combat role, even though there does not seem to be much of a factual basis for this belief." Fin de citation. Donc, il y a réticence, une réticence qui n'est pas surprenante, car les enjeux et les activités de sécurité liées au changement climatique soulèvent la question de la mission militaire. Qu'est-ce que la sécurité? Qu'est-ce que la défense nationale dans un monde menacé par la fonte des glaces, l'augmentation du niveau des mers et des températures, la multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes et le déclin de la biosphère? La sécurité de qui et de quoi parlons-nous? Ultimement, selon moi, les réponses apportées ne pourront que s'appuyer sur différents engagements éthiques. Encore une fois, la COVID-19 nous donne des indices, notamment lorsque l'on examine la production et la distribution des vaccins. Permettez-moi ici de citer David Wallace Wells, qui a écrit ces mots dans un article très récent du London Review of Books. "Not all deaths are created equal. In February 2020, the world began to panic about the novel coronavirus, which killed 2,714 people that month. This made the news. In the same month, around 800,000 people died from the effects of air pollution. That didn't. Novelty counts for a lot. At the start of the pandemic, it was considered unseemly to make comparisons like these. But comparing the value of human lives is one thing that the machine of modern civilization does relentlessly, almost invariably to prioritize and absolve the rich. When, for example, the global supply of COVID vaccine is apportioned primarily to the highest income countries, or when the cost of natural disaster in Bangladesh is measured against the impact of sea level rise on Miami Beach real estate, or when Joe Biden's one-time economic advisor, Lawrence Summers, proposed that Africa as a whole was, quote unquote, vastly underpolluted and suggested that, quote, "the economic logic behind dumping a whole load of toxic waste in lowest wage countries is impeccable," end quote. Je vous invite certainement à lire cet article provocateur dans lequel Wallace Wells fait des liens entre les émissions carboniques et non seulement les morts hypothétiques dans un futur de changement climatique, mais les morts directes qu'elles causent, et donc les liens à faire avec la valeur relative accordée à la vie humaine et les rapports aux pouvoirs globaux. Ces mots sont très durs, mais aussi très puissants et exigent qu'on utilise notre imagination sur la base de notre expérience de la COVID-19. Pourrons-nous écrire les mêmes mots, tenir le même propos en 2030, en 2040, en 2050 et au-delà, lorsque les chaleurs et les événements climatiques extrêmes mettront en danger la vie de millions d'êtres humains? Au-delà donc des analyses rationnelles, donc les enjeux et les questions éthiques me semblent inévitables si on parle de sécurité climatique. Ces questionnements ne sont pas et ne seront pas dissociés des défis politiques et stratégiques, bien sûr. La réduction de l'utilisation des énergies fossiles et la transition énergétique deviendront centrales aux recherches en sécurité climatique. D'autant plus que les émissions de CO2 des forces militaires sont exclues des pourparlers de la COP, alors que le Pentagone, par exemple, émet davantage de gaz à effet de serre que le Portugal ou la Suède. Disons-le franchement, prévenir l'instabilité ou les conflits du climat passe nécessairement par la décarbonisation et la transition énergétique de l'économie mondiale. Mais cette transformation porte en elle des sources d'insécurité importantes, que l'on parle, par exemple, des enjeux géostratégiques entre États producteurs de pétrole, que l'on parle de la résistance de communautés locales aux pratiques d'extraction de l'industrie fossile ou même des pratiques d'extraction d'une économie dite verte, ou que l'on parle des questions de justice ou de réparation entre pays développés et en développement.
Autrement dit, au cœur des enjeux de sécurité climatique se trouvent des risques géopolitiques importants, mais aussi le danger de creuser l'écart entre un monde dit développé et l'autre monde ou les autres mondes. Les pays développés, historiquement responsables de la crise climatique, sont les plus à même de la mitiger et de s'y adapter, alors que les pays dits du Sud global ont peu d'influence sur les enjeux géopolitiques et même les négociations autour du changement climatique. Avec des capacités limitées pour s'adapter, ces derniers subiront le pire des conséquences et, sans nul doute, verront les pratiques de la sécurité climatique être imposées sur leur territoire. Donc, ce colloque est l'occasion de débattre de ces défis, de ces enjeux. Nous avons un programme riche grâce à la contribution de chercheurs et chercheuses renommés que j'ai bien hâte d'écouter. Ce colloque est aussi l'occasion d'inaugurer pour moi publiquement ce nouveau programme de recherche au Centre Franco-Paix sur la sécurité climatique. Notre projet, tel que je le conçois, est ancré dans une préoccupation pour une gestion pragmatique des crises, sous la forme d'ajustements ponctuels, mais sans l'illusion de la permanence des solutions, ni même celle d'un retour à la dite normalité. C'est dans ce sens qu'on se veut décidément critique et novateur, en proposant une approche radicale à la hauteur des défis, c'est-à-dire trouver des manières de penser, de réfléchir et d'analyser les multicrises en même temps, identifier les convergences, tout en agissant maintenant. Je ne vous cacherai pas, donc, mon espoir de développer avec votre aide des approches, des méthodes, des projets, redéfinissant et bousculant les affaires courantes, ou si vous préférez, le business as usual. Avec vous, donc, mon objectif premier aujourd'hui est d'oser, de prendre des risques, d'ouvrir notre imagination collective à de nouvelles possibilités. Ou, si vous préférez un langage plus commun, mobiliser des idées nouvelles en matière de sécurité climatique et dans le domaine de la prévention, de la gestion et de la résolution des conflits. Tout cela, bien sûr, dans un contexte d'échange et de débat entre chercheurs, praticiens et professionnels. Notre colloque est une première étape. Il est construit autour aujourd'hui de 4 panels, 2 panels qui se concentrent sur le changement climatique, les conflits et le triple nexus, et 2 autres qui examineront l'application ou l'intégration, du nexus climat-sécurité dans les activités de défense. Mon pari est aussi d'ouvrir en quelque sorte un dialogue entre ces 2 dimensions ou aspects de la sécurité qui, à mon avis, ne se parlent pas toujours ou suffisamment. En guise de conclusion, permettez-moi de remercier nos partenaires aujourd'hui. Le colloque est principalement financé par le programme MINDS, Mobilizing Insights in Defense and Security du ministère de la Défense nationale du Canada, en partie aussi par le Collège militaire royal de Saint-Jean qui injecte quelques fonds au travers du critique. Et bien sûr, un énorme merci à l'équipe de la chaire Raoul Dandurand pour l'organisation, notamment Françoise, Ivana, Louis, Frédéric, bien sûr, et Marc-André et Tania. Et à tous, je vous souhaite donc une bonne journée, un excellent colloque. Merci. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue à ce premier panel intitulé « Les changements climatiques et les conflits en Afrique ». Je pense que c'est vraiment excitant ce matin d'être ici avec vous et surtout de finalement voir des humains dans la salle et pouvoir finalement trouver un moyen de concilier et de finalement pouvoir lancer des trucs. Alors, je m'appelle Marc-André Boisvert, je suis postdoctorant à la chaire Raoul Dandurand et je travaille avec l'équipe ici. Just a bit as an introduction for this panel, which is definitely all about Africa. I don't want to take too much room because we have so many interesting people that is going to talk and we have a really short time. And I want to give like the example since we're the first panel that we're going to be strict on time. But one of the things I'm currently reading, like an old colonial French commander that did an whole trip around the Sahara to get to Cameroon, meeting where like our first speaker is going to be. He did this expedition in the late 19th century. And what is really interesting about it, and he keeps talking about extreme weather and often use the word climate change already in the 19th century. Of course, this is not at all what we're speaking today, but this is like, especially in the context of African security, extreme weather, climate change has always been part of the discourse and often misused. I think this is one of the great things that we're going to do today. It's really go beyond that and discuss this. So I don't want to like spend too much time talking. I think I'm going to introduce the first speaker, which is Manuel Garcia Noa. Il est avec nous de l'Université de Yaoundé 2. Je vous laisse la parole.
Tout d'abord, je voudrais dire la fierté qui est la mienne de faire partie de ce panel riche et diversifié afin d'apporter ma contribution à la construction de la sécurité climatique comme paradigme sécuritaire majeur dans les études stratégiques. La communication que je m'en vais vous proposer s'intitule Changement climatique et conflits vers la construction d'un nouveau régime d'analyse des conflits en Afrique. D'emblée, nous allons dire que l'analyse de la violence dans l'espace africain montre que l'on passe progressivement des conflits politico-identitaires et territoriaux, que l'on passe progressivement des conflits politico-territoriaux à des conflits identitaires et de contrôle de ressources dans lesquels le climat joue un rôle déterminant. Plusieurs études montrent qu'il existe un lien entre questions climatiques et dynamique sécuritaire, en mettant en avant le fait que le changement climatique, à travers ses effets, exacerbe le fait sécuritaire et accroît les risques de conflits. Il existe donc une démultiplication des sources de conflits en Afrique, avec la montée en puissance du climat comme déterminant conflictuel majeur. La reconnaissance du lien donc, qui existe entre questions climatiques et dynamique sécuritaire a contribué à la contestation des schémas classiques d'analyse de la violence par la reconnaissance de l'environnement comme multiplicateur de menaces et vecteur d'insécurité. Il s'en est donc suivi une montée en puissance de l'insécurité climatique en Afrique au travers des mutations climatiques majeures qui amplifient les conflits aussi bien aux échelles infra- que interétatiques et une raréfaction des ressources, des événements extrêmes et un accroissement des poches de vulnérabilité qui créent des tensions ou amplifient des tensions sociales qui sont à l'origine de ces conflits-là. Cela s'est caractérisé également par le renforcement de l'instabilité préexistante qui, en interaction avec la fragilité socio-institutionnelle et les problèmes de gouvernance, réduisent la capacité des nombreux États africains à se prendre en charge. Ceci étant dit, notre première partie s'intitule « Changement climatique et conflit dans l'espace africain, une relation complexe » et nous partons du conflit Est-ce qu'on l'a perdu? Vous êtes toujours là? On ne vous entend plus, malheureusement. Vous m'entendez? Le son a été coupé, malheureusement, dans les 20 dernières secondes. D'accord, OK. Donc, je disais, la première partie s'intitule « Changement climatique et conflit dans l'espace africain, une relation complexe ». Et nous partons de la notion du conflit pour aborder justement le conflit climatique. Nous partons de la notion de conflit comme étant une opposition entre acteurs géopolitiques d'une ampleur telle que la recherche d'une issue peut déboucher sur l'emploi de la force. Et dès lors, le conflit climatique peut se définir comme une situation d'antagonisme entre plusieurs unités sociopolitiques générée ou amplifiée par une variable climatique et dont la finalité est le contrôle total ou partiel d'une ressource liée au climat. Ceci étant dit, pour comprendre le lien entre changement climatique et conflit dans l'espace africain, il faudrait d'abord se poser la question de savoir comment les changements climatiques mènent-ils au conflit. Et à cela, nous pouvons répondre en disant que les mutations climatiques peuvent, dans certaines conditions, affecter durablement les relations sociales, particulièrement dans les zones où la disponibilité en ressources dépend des variables liées au climat. À cet effet, des phénomènes extrêmes tels que les inondations, le stress hydrique ou encore les sécheresses conduisent à la réduction de la quantité des ressources disponibles, à un accroissement de la précarité socio-économique et à une compétition pour la conquête et le contrôle des ressources entre unités politiques ou groupes sociaux. Et ceci, c'est notamment observé dans le Soudan du Sud,
ou encore le Burkina Faso, où des affrontements intercommunautaires du fait d'une rareté induite par l'offre, qui elle-même est générée par la modification des régimes d'accès aux ressources vitales pour les communautés, se sont manifestés. Et d'une autre part, on a une amplification des mouvements de population qui génèrent des tensions entre États et communautés dans les populations où ces migrations se produisent. Et ces tensions sont générées du fait que les ressources disponibles dans les espaces hôtes ne permettent plus de satisfaire la demande aussi bien en ce qui concerne la satisfaction des besoins des populations hôtes que la satisfaction des besoins des migrants. On observe également dans ce lien entre insécurité climatique et conflit une rareté induite par la demande qui, du fait de la croissance démographique et de l'augmentation de la consommation par habitant, alimente les tensions sociales et accroît la probabilité pour les groupes sociaux d'entrer en conflit dans l'optique de sécuriser les ressources nécessaires à leur bien-être. L'insécurité climatique caractérisée ici par des inondations, des sécheresses au stress hydrique ou encore la hausse des températures accroît donc ou exacerbe donc les tensions sociales à travers la raréfaction des ressources, amplifie l'inflation, accroît également la vulnérabilité des systèmes de production dépendants des ressources associées au climat et amène les unités sociopolitiques à se regarder en chien de faïence dans un contexte où plus de 80% de la population tisse les ressources dont elle a besoin pour ses activités de l'environnement. Nous passons donc à la deuxième partie de notre présentation qui s'intitule « Variabilité climatique et construction d'un nouveau régime d'analyse des conflits en Afrique ». Et pour aborder cette partie, nous partons d'une approche du régime comme étant une institution sociale régissant les actions de ceux qui s'intéressent à un ensemble d'activités spécifiables pour définir le régime d'analyse des conflits comme un ensemble d'éléments conceptuels, de postulats, de paradigmes et de méthodes scientifiquement organisées en vue d'expliquer la manière avec laquelle les conflits émergent et s'entretiennent. Et ce régime d'analyse des conflits constitue donc une grille de lecture qui se veut objective du fait conflictuel en montrant comment, lorsqu'ils sont mis ensemble, des dynamiques sociales peuvent mener dans certaines conditions à l'émergence des conflits. Ce régime d'analyse, bien entendu, a quelques caractéristiques et il part de l'idée selon laquelle l'émergence et la durabilité des conflits en Afrique ne s'expliquent plus exclusivement par des déterminants politico-territoriaux. Ils se fondent sur deux principes, dont le premier est que la forte dépendance des sociétés et des États africains vis-à-vis des ressources associées au climat constitue un souci majeur et alimente les dynamiques aussi bien conflictuelles que coopératives entre acteurs sociaux politiques. Le second principe sur lequel se fonde ce régime d'analyse pose que la prise en compte des variables climatiques dans l'analyse de la conflictualité permettrait de mieux comprendre les motivations des acteurs et construire une paix durable. Il s'ancre, Théo. Excusez-moi, je vous demanderai de conclure parce que déjà le temps avance, donc je vous laisse une minute encore. Oui, merci. Désolé. Donc, il s'ancre, ce régime d'analyse des conflits puise sa source dans les études critiques de sécurité et procède de la déconstruction et de la délégitimation progressive des régimes d'analyse classiques qui mettaient fortement en avant le caractère statocentré avec une prédominance des dimensions politico-militaires. Je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Je vais... now we're switching back to the plateau with Tal Benjaminsen. Tal Benjaminsen is coming from Norway. He's part of the Norwich University of Life Science. And up to you, Tor. All right. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation, Bruno surtout. Et je m'excuse pour faire cette présentation en anglais, mais c'est quand même plus facile pour moi. So, my background in this context is that I've done research on
environmental change and land use conflicts in Mali for actually more than 30 years, but a bit on and off over time. And about 15 years ago, or perhaps a bit more, this idea that there is a close link between climate change and conflicts in the Sahel emerged in international debates. And I have, from the outset, been critical to this idea, and for two reasons. First of all, because there is a lack of empirical support to the idea that there is a close link between climate change and conflicts in the Sahel. And secondly, that a focus on climate change as a cause of conflicts tends to depoliticize these conflicts. It tends to take political responsibility out of the conflicts. So that's why I have been critical to, and I've written a few articles criticizing this idea. I think very few researchers would actually argue that climate change is among the most important causes of conflicts in the Sahel, or the current crisis that we see in the Sahel. But the idea is very popular in the media and among policymakers. So if you Google climate change and conflicts in the Sahel, you will see a lot of blogs and media articles about this. I've just included a couple of articles here. One is from Le Monde 2 or 3 years ago, and the other one is a blog from the Wilson Center in Washington, D.C. And there are lots of these examples out there. So it's an idea that is being discussed a lot. As I said, little research is actually supporting this idea, but still it's a powerful idea that is out there. So what sort of the crude or the core element in this idea is saying is that first of all, climate change then leads to droughts and desertification, which again creates resource scarcity. And secondly, that scarcity then leads to more land use conflicts. That's sort of the core idea here. But since we have seen very little desertification and increased scarcity in the resource scarcity in the Sahel during the last few decades, you see more and more that this concept of threat multiplier is used instead. So the idea is that climate change is instead seen as a threat multiplier, that it's worsening already ongoing conflicts. The problem with this narrative is that the Sahel has been greening since the big droughts of the 1970s and 80s. So there has been a re-greening of basically the whole Sahel with more grass and more trees, which we have seen since the late 80s, I would say. So the scientific literature now is focusing on greening rather than desertification. And I just wanted to include, just to convince you that greening is taking place, I wanted to include a series of photographs taken from a French colleague, Pierre Yarnaud. He's an ecologist who has monitored the ecology in northern Mali since the early 80s. And so this is, and he has taken, then he's monitored on ecological change on about 30 sites, and he has also taken these photographs in the rainy season and in the dry season. I'm only showing you some photographs from the rainy season from the first one is from '84, which was a very bad year. This is the time of maximum biomass, and you see very little vegetation on this slide. The next was also a bad year, '85, but still more. '88 was good. '89, not so good. So there is also annual variation. '92, not bad. '99, extremely good. 2003, good. 2006, 7, and 15. So you see, and these photographs are taken, you see the same tree on all the photographs, so it's the same site. And this is not an exception. It's a general image, that general
change that has happened in the Sahel. So there has been greening, which is linked to the recovery of rainfall. I've just included the rainfall graph of Dakar here, which is not a typical Sahelian site. But I just wanted to include Dakar because it has a long rainfall record going back to 1895. And you see, you see some of the same trends that you see in most Sahelian sites. So you see here a wet period in the 1950s, dry periods in the 70s and 80s, and then at least a partial recovery of rainfall. So if climate change is not causing the current conflicts of violence that we see in the Sahel, what is the reason, or why is this violence taking place, and why are people joining these so-called jihadist groups? And my contribution to this is that I've argued that people join these groups because of the politics of land and environmental governance. So if we want to understand what is happening in the Sahel, if we want to understand conflicts and the current crisis, the current violence in the Sahel, we need to understand the politics around land and environmental governance. And I have 3 examples here. I don't think I have time to present more than 1 or 2, but when it comes to the third, I can perhaps refer you to an article written by Boubacar Ba and myself that was published about half a year ago in the journal African Security. But here are then some examples of how the politics of land and environmental governance make people join these armed groups that are labeled jihadist groups. Here is a map of Mali and the location in West Africa, in case you are not familiar with the geography of Mali. And you see in the middle there, you see the inner Niger Delta, which is a huge floodplain that I'll come back to. So the first example is desertification. Now, so it's not desertification itself, but the attempts to arrest desertification that has contributed, in my opinion, to people joining these armed groups. So these attempts to arrest desertification from the Malian state have been carried out by the Forest Service, which is an organization that goes back to the 1930s, to the French colonial period. And it's the forest agents they wear green uniforms, they are armed, and they carry out the top-down environmental governance. So through the increased focus on the fight to arrest desertification in the 1980s, they were given a wide mandate to fine people. And they became extremely unpopular among small-scale farmers and pastoralists. I interviewed, in the late 80s, early 90s, I interviewed many women who had been fined by these foresters for collecting dry wood out, a few kilometers from the villages and so on. So the Forest Service has become, and since the 1980s, extremely unpopular, and they became increasingly powerful through the Sustainable Development Agenda, leading to more funding for environmental conservation in the Sahel. So they became a powerful organization, and actually, while Mali was going through a period of structural adjustment, scaling down its numbers of government officials, the number of foresters out in the districts increased manifold. So that's one, and of course the leaders of the jihadist groups, they know how to play on these feelings among the rural peasantry, and so they talk about, in their speeches that are shared on WhatsApp, they talk about the corruption among foresters and other government officials.
the other example is about pastoral access to the deltas. Now, the delta, as I said, is this huge floodplain, and the management of the delta is carried out, or the management of the pastures in the delta, because these pastures are key resources for pastoralists during the dry season. And it's especially a plant called burgo, which is Echinoclea stagnina in Latin. It's a very nutritious plant for the livestock. So the livestock stay in the delta from late November until June in the dry season, and they totally depend on this plant. And so the burgo pastures are managed by so-called joros, which are traditional leaders who were, and they each have a unit. So the delta is divided into 37 units. So they each manage one unit, and this is a system that was established by the Dina, the Massina Caliphate, which ruled in this central Mali from 1818 to 1864. And yeah, so these joros had the power to manage the pastures in the delta, and the herders have known when to show up at the different entry points to the delta, and they have paid a small fee to the joros. But over time, these fees increased, and government officials tended to show up to collect these fees from the joros, government officials and politicians. And the fees became extremely unpopular. So when the jihadists took over management of the delta around 1950, in the 1960s, then they told the joros no fees. So of course that attracted also some support to the jihadist groups. But 1 or 2 years ago, the joros again asked the jihadist group if they could start collecting fees again. And they were allowed to do so. And this has created actually a division among the herders. Some support then, because some who are from the delta itself, they don't pay any fees, or they pay small fees actually. But those who come from villages outside the delta, they pay higher fees. So now we've seen a division. Some still support Katiba Massina, which is the organization that say they belong to Al-Qaeda. And then those who come from the villages in the drylands, they have joined another organization called Dawlat Islamiyya, which say that it is part of the Islamic State. So you have actually Al-Qaeda and the Islamic State fighting over grazing resources in central Mali, which is quite interesting. So, yeah, well, there is a lot more to say about this. And yeah, so, but you have some of the points on the slide. And since my time is up, I'll just present the conclusions. And I should have had another half an hour, I think. Thank you. Thank you so much, Tar. It's super interesting because it's such, like your work has always been really focusing on the field. And it's really good to hear this and to go just beyond the theory and have a real sense of what's happening on the ground. So just the pictures of the trees is something that we need to see more. Thanks a lot for this. So, on va déménager en français avec Bruno Charbonneau, directeur du Centre Franco-Paix. Merci Marc-André. Merci à mes collègues qui m'ont précédé, Manuela et Tar en particulier, qui met la table un peu pour ce que je veux dire aujourd'hui, ce dont je veux parler. Permettez-moi de commencer par une petite anecdote. Il y a 2 ou 3 semaines, je contribuais ou je participais à un atelier de travail avec des collègues, surtout européens, sur justement une édition spéciale, en fait, d'une revue des articles sur la question justement environnementale liée au climat, est-ce que ça cause des conflits, tout ça. Donc, bref, un peu la conversation qu'on a ici ce matin. Et puis, d'emblée, on avait un collègue socio-anthropologue qui disait, pourquoi on parle de ça? Je croyais que la question avait été enterrée, le nexus climat-conflit était une question dépassée.
les scientifiques, le monde académique, du moins les gens avec qui lui travaillait, avaient enterré la question, voulant dire qu'essentiellement les liens entre climat et conflit, selon lui, n'existaient pas ou ne pouvaient pas se faire, ou du moins allaient plus dans les lignées que Thor expliquait précédemment. Et puis, donc, ça contrastait avec le point que moi je faisais dans la mesure où, au contraire, au Sahel, depuis, je dirais, au moins 5-6 ans, il y a une remontée ou la popularité du discours, ou du moins, et le colloque ici aujourd'hui en est un symbole, de cette question-là, à savoir est-ce que les conflits sont causés par les changements climatiques ou est-ce que les changements climatiques peuvent causer des conflits armés. Donc, d'un point de vue scientifique, il y a toute une discipline, il y a plusieurs disciplines, en fait, qui disent que ce lien-là n'est pas à faire, mais dans le monde de la sécurité, au contraire, donc, ça revient en force. Et je pense que c'est cette question-là, moi en particulier, qui m'intéresse à savoir pourquoi et comment. Donc, mon projet, ou en fait, ce que je veux parler brièvement aujourd'hui, dans le temps que Marc-André va me donner, c'est-à-dire 30 minutes, c'est de combiner mon vieux travail un peu, mon travail, disons, sur les interventions, disons, plus traditionnelles, maintien de la paix, contre-insurrection, les opérations Barkhane françaises, avec justement cette question climatique, cette émergence, en fait, d'un discours et même de certaines pratiques, mais là, au niveau pratique, on pourra avoir beaucoup de débats sur la sécurité climatique, avec un accent particulier sur le Sahel. S'il y a une production, je pense, qui ressort, ou du moins surtout dans le contexte européen, ce sont les produits, les analyses, les rapports qui sortent, qui utilisent les pays du Sahel comme exemple pour faire les liens entre changement et climat. C'est pas seulement, mais évidemment, il y a beaucoup, je pense, je pense à des centres de recherche comme le CIPRI à Delphi, l'UPI et d'autres, notamment, pas exclusivement, mais qui ont mis beaucoup d'accent sur le Sahel et sur la question climatique et les liens avec les conflits. Et pour moi, la question, en fait, du lien entre conflit et climat n'est pas nécessairement la plus intéressante. En fait, je suis un peu d'accord avec ce que Thor, notamment, disait, à savoir c'est beaucoup plus compliqué qu'une question de cause à effet, et ça renvoie souvent à des relations, effectivement, de pouvoir, des relations humaines, etc. Par contre, le point intéressant, selon moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette question du lien entre climat et conflit revient surtout dans des contextes très particuliers, notamment sur l'Afrique. Les cas d'études, si vous faites le tour un peu de la littérature, oui, on utilise il y a beaucoup de débats sur la Syrie, par exemple. Il y en a eu sur le Darfour. Il y en a parfois, on aura cet après-midi des gens qui vont parler de l'Amérique latine et d'autres endroits. Mais je pense que la concentration des cas d'études se retrouve ou parle de l'Afrique beaucoup. On ne parlera pas de climat et conflit, par exemple, dans un contexte européen. On ne dira pas est-ce qu'il y aura des guerres européennes ou entre les Européens en matière de conflit. Donc, je pense que c'est un point quand même à souligner. Pour dire que tout cela, pour moi, donc l'émergence d'un discours de plus en plus qui semble, du moins dans les milieux notamment politiques, institutionnels, qui semble de plus en plus prendre de l'importance, il apparaît ce discours dans un contexte historique de production et de reproduction du Sahel comme un espace d'intervention permanent. Ce que je veux dire ici essentiellement, c'est qu'historiquement, et Thor a déjà, je pense, mis le doigt sur certains de ces aspects. Le Sahel a été construit comme un endroit, un espace d'intervention pour des puissances extérieures. Et donc, dans mon travail, ou du moins le papier sur lequel je travaille présentement, j'essaie de différencier, d'identifier justement les changements de régime de production du savoir, les changements, les transformations des discours justement sur la question et d'apercevoir comment justement aujourd'hui on assiste à l'émergence d'un nouveau savoir, entre guillemets nouveau, climatique, mais aussi de mécanismes et d'institutions d'expertise sur la question. Quand je parle de contexte historique, là, je vais y aller très rapidement. Comme je dis, Thor a déjà mis la table pour moi à ce niveau-là. Mais si on parle Sahel, pour utiliser ce cas d'étude-là, il y a une longue histoire d'interventionnisme environnemental au Sahel. Je vais identifier seulement rapidement deux périodes et ensuite parler de la période actuelle. Donc, on pourrait diviser plus ou moins rapidement, comme je dis, pour le besoin de l'exercice, entre la période coloniale et post-coloniale.
à la période coloniale, on parlait de théorie, là, je ne sais pas en français si on dit desiccation theory, mais essentiellement, donc, on expliquait la variabilité climatique en parlant de la dégradation des sols qui était, soi-disant, causée par la mauvaise utilisation des sols et des terres par les populations locales. C'était un produit, un savoir qui venait évidemment du pouvoir colonial et qui servait à justifier l'expropriation des terres et l'exploitation, donc essentiellement la colonisation, justifier la colonisation et l'expropriation des terres au bénéfice de l'Empire. Dans la période postcoloniale, ce discours-là va se diriger plus vers la désertification. Donc, on va parler de la désertification, l'avancée du désert du Sahara, où on va encore faire un lien ici, notamment avec l'utilisation des terres et des populations. Donc, les causes sont vues, la variabilité climatique est vue comme ayant des causes plutôt locales et régionales. Ce discours va changer assez rapidement dans les années justement 70, 80, 90, lorsqu'on va aller au-delà du régional et plutôt analyser la variabilité climatique au Sahel du point de vue global pour justement voir que les systèmes climatiques et la variabilité climatique au Sahel changent dans ces aspects globaux et donc qu'il y a des liens avec les changements climatiques au niveau global et que donc la variabilité climatique n'est pas nécessairement et n'est pas en fait lié à l'utilisation des terres ou à des causes dites locales ou régionales. Et pourtant, même si ce concept, notamment de désertification-là, étant utilisé un exemple très concret de la chose au niveau scientifique, a été remis justement aux oubliettes, il demeure très populaire dans les milieux politiques et médiatiques. Peut-être que si vous avez vu M. Bezos d'Amazon encore annoncé à la COP, dans le contexte de la COP 26, Thor a écrit là-dessus, qu'il allait financer le fameux mur vert au Sahel, donc qui est un vieux discours dont on va justement empêcher la désertification du Sahel. Donc, je vois le temps qui file. Le discours actuel émerge dans un contexte très particulier. Je pense qu'il ne faut pas négliger dans quel contexte il est. Rapidement, si vous connaissez évidemment Subi le Sahel, vous savez de quoi je parle. On parle d'une intervention internationale quand même majeure, avec des forces militaires menées notamment par l'opération Barkhane, l'opération française Barkhane, mais qui vient avec un lot d'acteurs, notamment européens, l'ONU, un soutien américain et un soutien régional africain aussi. Et Barkhane, à l'été dernier, on a annoncé sa fin, qui est plutôt en fait une transformation, une régionalisation. On assiste vraiment, je pense, aujourd'hui, en 2021, mais évidemment avec des racines, là, on parle de presque maintenant 10 ans que l'opération Barkhane a été lancée, d'une transformation de la gouvernance sécuritaire au Sahel. Donc une transformation qui vise essentiellement avec des bases à Dakar, des centres d'analyse à Dakar, peut-être des centres de formation aussi à Abidjan. Tout est en construction, mais on se positionne de plus en plus dans un mode, je pense, d'intervention permanente au Sahel avec des interventions militaires ciblées pour les groupes djihadistes. Donc, c'est une théorie, ou pardon, c'est une posture, selon moi, d'endiguement, des conflits d'endiguement des groupes terroristes, une tentative de contrôler la situation sans nécessairement résoudre les conflits. Donc, dans son contexte-là, on voit l'émergence d'un discours sur justement la sécurité climatique au Sahel. Et qu'est-ce qu'on peut voir très concrètement, ou qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il est un peu tôt, mais disons que ce qu'on peut voir pour le moment, selon moi, se limite au niveau purement sécuritaire, c'est assez superficiel. Thor a apporté un point sur l'instrumentalisation justement du discours qui fait diversion. On utilise le changement climatique pour essentiellement oublier toutes les autres causes politiques, économiques et sociales. On peut tout simplement dire tel conflit est causé par le climat, point final à la ligne, c'est pas la faute de personne. Donc, un effet d'instrumentalisation qui est en fait très superficiel pour n'importe quel analyste, car on peut aller rapidement, mais qui peut devenir très populaire et être très utile au niveau politique. Et de l'autre côté, je pense aussi, justifie ou permet de justifier justement de mettre en place
un appareil d'intervention, ou du moins une gouvernance sécuritaire, comme je l'appelais tout à l'heure, au niveau régional. Et ici, le rôle de l'Union européenne est très important. Je pense que on en parlera peut-être cet après-midi, mais ce qui est mis en place est vraiment, je pense, mis avec un horizon à très long terme, de maintenir ou de gérer, disons, l'instabilité qui est perçue comme venant des terroristes, mais qui viendra être amplifiée peut-être par les changements climatiques. Donc, on justifie, encore une fois, la présence externe de forces militaires externes au Sahel sur cette base, sur l'émergence d'un discours sur la sécurité climatique. Et dernier point, Marc-André, les effets, par contre, peut-être plus concrets, se situent pas, selon moi, au niveau sécuritaire, parce que les militaires, comme je disais dans mon discours d'introduction, leur mission demeure la même à bien des égards. Mais là où je perçois maintenant de plus en plus de changements, c'est au niveau de tout ce qu'on pourrait largement, globalement appeler le développement, les pratiques du développement, les interventions de développement. Je nomme que quelques exemples. La Banque mondiale qui a maintenant un projet de 350 millions de dollars sur la prévention des conflits dans le contexte des changements climatiques pour l'Afrique de l'Ouest seulement. Donc, ils sont en mode consultation pour le moment et ils cherchent à travailler avec les organisations régionales africaines pour prévenir les conflits climatiques. 350 millions de la Banque mondiale. On a des collègues aussi du CIGIAR qui nous parleront, par exemple, plus tard de leurs projets en termes de sécurité alimentaire, qui sont une autre façon d'intervenir au niveau du développement, avec un accent sur la sécurité alimentaire en termes de résilience pour les changements climatiques à venir. Donc, ça reste à voir, je pense, les liens qu'il y aura entre les changements au niveau des pratiques de développement et les pratiques de sécurité, mais dans un contexte où on parle souvent justement du nexus sécurité-développement, ça reste à voir si justement les pratiques de développement ne deviendront pas plus intrusives dans un contexte où on souligne les risques des conflits climatiques avec des forces militaires, en fait, qui viennent appuyer ce discours et ces pratiques. Merci. Merci beaucoup, Bruno Charbonneau. Maintenant, on retourne en ligne en direct d'Ottawa. Alors, on a avec nous Nicolas Hubert, qui est postdoctorant à l'École de développement international de mondialisation à l'Université d'Ottawa. Nicolas, je te cède la parole. Est-ce que tu vas nous partager ton PowerPoint? Bonjour, oui, je vais essayer de partager le PowerPoint si j'y arrive. Je suis en direct de France présentement, en fait, pas d'Ottawa. C'est pour ça que je ne peux pas me rendre à Montréal, je m'en excuse. Alors, c'est ça. Moi, j'ai consacré ma thèse que j'ai soutenue il y a quelques mois à l'Université d'Ottawa sur le nexus environnement, ressources naturelles et conflits armés au Burkina Faso. Et je voulais aborder la question du lien entre changement climatique et conflits armés sur le cas du Burkina en particulier. Et je voulais déblayer un peu cet enjeu, cette discussion, ce débat théorique sur le nexus conflit armé et changement climatique. Et je remercie mes prédécesseurs de l'avoir fait pour moi. Alors, pour résumer, on peut voir qu'il y a deux écoles. On a l'école dite des néo-malthusiens, pseudo-néo-malthusien, qui est l'école plus de Chicago, et l'école des néo-coperniciens, qui est l'école plus d'Uppsala, avec d'une part les premiers qui soutiennent qu'il y a un lien entre changement climatique et conflits armés, qui mettent l'accent sur la pénurie environnementale, les migrations climatiques et les réactions en cascade qui peuvent en découler. Et de l'autre côté, l'école des néo-coperniciens, qui s'appellent eux-mêmes comme tels, mettent l'accent plus sur l'enjeu de la gouvernance en disant que la question des conflits qui peuvent émerger des changements climatiques est une question de mauvaise gouvernance issue justement de ces pressions anthropiques sur l'environnement et de la gestion des ressources naturelles. Alors, ce qui est intéressant dans le cas du Burkina Faso, en fait, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs grilles de lecture à adopter et que ce cas d'étude permet un peu de recontextualiser ce débat et un peu de faire la part des choses. Le plus intéressant, en fait, c'est un aspect que je n'avais pas identifié dans ma thèse initialement, avant que je me rende sur le terrain, et qui est apparu une fois que je suis arrivé sur le terrain, lorsque j'ai commencé à échanger avec les acteurs sur place. C'est cette question des migrations climatiques au Sahel, issues des grandes sécheresses des années 70 et 80, dont Thor a évoqué tout à l'heure.
En fait, ce qu'on remarque au Burkina Faso, en fait, ce qui est important de souligner déjà, c'est que ces migrations climatiques, enfin, ces sécheresses environnementales, pardon, ces sécheresses au Burkina Faso dans les années 70-80 sont directement le résultat des pressions anthropiques sur l'environnement. Des études assez récentes démontrent en effet que ce sont les pollutions de soufre en provenance d'Europe et d'Asie qui ont directement causer ces sécheresses au Sahel et lorsque les réglementations ont fait diminuer les émissions de soufre, en fait, on a vu que la pluviométrie était plus ou moins revenue à une certaine normalité, même si ce n'est pas la normalité d'avant les années 70. Maintenant, au Burkina Faso, ce que je me suis rendu compte lors de la réalisation de mon terrain, c'est que ces migrations, ces sécheresses ont engendré de nombreuses migrations climatiques. Et ces migrations climatiques ont été plus ou moins absorbées par la gouvernance endogène, la gouvernance coutumière tout au long des décennies, mais que là, à l'instant T, dans cette situation très conflictuelle qu'il y a actuellement au Burkina Faso, ces migrations climatiques ont engendré beaucoup de problèmes. En fait, ce que les acteurs de terrain m'ont dit, donc les acteurs de terrain, c'est soit des responsables gouvernementaux, soit des responsables religieux, des responsables coutumiers ou des personnes qui travaillent sur le sujet, c'est que ces sécheresses, en fait, ont été très importantes dans ce qu'on appelle le plateau central au Burkina Faso, qui est la région un peu centrale, qui est la région à dominante Mossi, qui est la communauté culturelle, ethnique, qui est centralisée autour du pouvoir de l'État burkinabé. C'est un peu la communauté dominante. Et donc, ces sécheresses ont touché les régions à dominante Mossi et de nombreux agriculteurs Mossi ont migré à l'intérieur du Burkina Faso pour aller trouver des terres dans des régions plus périphériques, notamment dans la région de l'Est ou dans la région du Sahel ou du centre-nord. Et elles sont venues, en fait, ces migrations ont engendré une déstabilisation des équilibres démographiques de ces régions, mais également des équilibres politiques, étant donné que ces régions étaient, avaient des gouvernances endogènes politiques d'autres communautés ethniques et culturelles. C'est ça. Ces migrations climatiques, en fait, ont engendré des déstabilisations politiques et démographiques. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de la gouvernance locale endogène, les autorités coutumières qui géraient la terre d'une manière collective, en dehors de la conception de titres fonciers ou de gestion moderne de la terre, ont accueilli ces populations qui émigraient en leur accordant des terres à exploiter, mais c'était selon une conception endogène. Donc, les personnes pouvaient exploiter la terre, mais n'avaient pas le titre de propriété de la terre en termes privés. Au fur et à mesure des années, en fonction du développement et du programme de développement imposé au Burkina Faso, avec la mise en place progressive du code foncier au Burkina Faso qui a vraiment émergé à partir des années 2000, tout au long des années 2000, ces occupants de la terre qui étaient issus des migrations climatiques ont revendiqué la propriété de la terre. Et étant donné que ces populations étaient globalement, c'est une caricature un peu plus proche de certaines autorités ou de certaines représentations administratives du fait de leur appartenance aux communautés Mossi, en fait, elles ont pu avoir certaines, peut faire valider par des tribunaux, par des contacts politiques, par la construction globale de l'autorité au Burkina Faso qui se fait selon une hiérarchie, selon une néopatrimonialisation de l'État, pardon. Ils ont pu acquérir en fait ces titres de propriété au détriment d'autres communautés qui, elles, endogènes, qui avaient en fait cette propriété collective de la terre. Donc déjà là, ça a créé un certain conflit foncier, mais aussi un conflit politique, et cela a contribué à accroître les pressions humaines sur l'environnement, étant donné qu'il y a eu à côté de cela aussi une croissance démographique soutenue. Donc, on est arrivé à des zones de tension. Pardon. Vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît. À ces zones de tension, c'est accentuer en fait des problèmes de gouvernance globale de l'État. Comme Thor le soulignait, pour le Mali, il y a également le même phénomène de foncier et de tensions conflictuelles autour de la gestion de l'environnement, notamment avec les aires naturelles protégées qui amènent des services forestiers, les agents de eaux et forêts. Mais il y a eu cette imposition forcée du code foncier, il y a eu tout ce problème de gouvernance nationale à ce sujet qui a accru en fait les tensions. Vous pouvez aller encore de l'avant, s'il vous plaît, sur les prochaines slides. À côté de cela, en fait, à côté du changement climatique, ça c'est
on va avancer d'une slide, s'il vous plaît. C'est une carte qui montre l'importance des aires naturelles protégées au Burkina Faso. À côté de cela, il y a eu ce qu'on appelle des injonctions contradictoires du développement qui concernent la gouvernance globale, en fait, à la fois du développement et des changements climatiques, où d'un côté, on demande aux États en développement et au Burkina Faso d'accroître la protection de l'environnement, donc de renforcer les aires naturelles protégées existantes ou de créer de nouvelles aires naturelles protégées, ce qui crée des zones d'exclusion environnementale où les populations qui sont déjà fragilisées par les changements climatiques, qui ont déjà des problèmes d'accès aux fonciers ou aux ressources hydriques, se voient retirer des terres pour de la protection de l'environnement. C'est notamment le cas dans la région de l'Est au Burkina Faso ou dans la région du Nord. Et à côté de cela, on ajoute en fait des plans de développement macroéconomique issus des programmes d'ajustement structurel et d'autres programmes qui sont axés sur l'exploitation massive, l'extraction massive des ressources naturelles, et donc de l'exploitation du sous-sol. Dans le cas du Burkina Faso, ça s'est abouti à une multiplication des sites d'exploitation aurifère industrielle, et on peut passer à la prochaine slide. Donc on voit dans la prochaine slide, ça, ce sont les différentes mines qui sont actives, qui sont fermées au Burkina Faso. On voit que c'est une importance certaine, mais quand on passe à la prochaine slide, on voit le territoire d'ensemble qui est ouvert à l'exploration minière. Donc ça, c'est l'ensemble du territoire où il y a des titres d'exploration minière, où il est potentiellement possible que des mines industrielles émergent. Donc on voit que c'est pratiquement la moitié du territoire burkinabé qui est consacré à l'exploration, à l'industrie minière. Et dans d'autres parties, cet espace est encore plus saturé par la protection de l'environnement. On peut passer à la prochaine slide. Ce qu'il faut concevoir, c'est que c'est les sites miniers en fait, qui apparaissent engendrent pas des incubateurs, mais des catalysateurs des changements climatiques, étant donné qu'ils vont engendrer de la pression foncière, ils vont engendrer de la dégradation de l'environnement et de la pression sur les ressources hydrauliques et hydriques, pardon, et en plus ils vont polluer ces ressources, ils vont polluer les terres, et donc en fait toutes les populations vont ça va accroître la pénurie environnementale sur ces populations, et ces populations vont avoir un ressentiment d'autant plus important que ces exploitations minières, parfois, interviennent directement dans des espaces de protection de l'environnement, comme c'est le cas dans la région du Sahel, ou à proximité directe, comme c'est le cas de la région de l'Est, deux épicentres des violences au Burkina Faso. On peut avancer, j'aimerais aller sur la conclusion directement pour pouvoir accroître la discussion. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand d'un côté, on voyait qu'il y a ce débat entre pénurie environnementale et gouvernance, en fait, le cas du Burkina Faso peut nous apprendre que les migrations climatiques, sur le long terme, ont engendré des conflits fonciers, ont engendré une mauvaise gouvernance, ont engendré des pressions qui ont fait des réactions en cascade. Et oui, ça a contribué à l'insécurité et aux griefs exprimés par les populations et leur défiance vis-à-vis de l'État. D'un autre côté, on voit que la gouvernance globale, lorsque les néo-coperniciens disent que c'est le problème des États fragiles qui vont être plus exposés au changement climatique et aux conséquences néfastes, c'est en raison de la mauvaise gouvernance. Mais on voit qu'en fait, le problème de la mauvaise gouvernance n'est pas uniquement le fait des États fragiles ou faibles, c'est aussi cette gouvernance globale qui va exporter des modèles de gestion de l'environnement, des modèles de relations au foncier, à l'environnement, de développement économique, qui sont en contradiction totale avec la réalité du terrain, qui fait qu'accroître en fait les pressions anthropiques sur certains territoires. Donc il y a aussi tout un tas d'autres aspects que je ne pourrais pas aborder aujourd'hui, mais qui sont liés aussi à la perception même de l'environnement et à la compréhension de la relation entre nature, environnement et société humaine, qui diffère totalement pour les sociétés endogènes, que ce soit les sociétés Peul ou les sociétés plus agricoles sédentaires, et la compréhension moderne qui impose le modèle du développement minier. Donc moi, ma conclusion, en fait, c'est de souligner le fait que la gouvernance ne doit pas être la variable principale qu'on doit retenir. C'est vraiment l'environnement doit toujours être considéré comme une variable majeure à prendre en considération sur ce débat entre changement climatique et conflit, et qu'il faudrait revoir un peu cette idée de variable environnementale et de la manière dont les transformations de l'environnement influencent la gouvernance ou les modes de gouvernance qui peuvent amener à des mauvaises gestions et à des réactions de cascade vers des situations conflictuelles qu'on peut connaître au Burkina Faso. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous remercie énormément de votre respect du temps. Exactement 12 minutes. On est cependant essoufflé pour vous. Merci beaucoup de la richesse de votre intervention. Donc, on va revenir sur le plateau où notre collègue Tania Smirnova, qui est postdoctorante ici à la chaire Raoult Dandurand au Centre Franco-Paix, qui va présentement intervenir. Merci.
Merci beaucoup Marc-André, tout le monde m'entend. Donc j'ai l'honneur de présenter, de prendre la parole à cette réunion et je vais commencer aussi par une petite anecdote, mais ce n'est pas vraiment une anecdote tant que ça, parce que le mois de décembre, donc dans quelques semaines, je pense la semaine prochaine, le Niger, donc le pays sur lequel je travaille depuis déjà plusieurs années, va présider le Conseil de sécurité des Nations Unies au sujet du climat et au sujet de Climate Change and Security. Et donc cette réunion sera présidée par le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, et ce sera, à ma connaissance, pour la première fois où les autorités du Niger vont prendre la parole à si haut niveau au sujet du changement climatique et des conflits. Au regard de tout ce que nous avons dit tout à l'heure, je suis très curieuse comment est-ce que les autorités nigériennes vont se prendre à ce sujet si complexe, alors que le Niger, c'est un pays qui est engagé dans une dynamique de conflits assez violents, à la fois au sud-est, donc dans la région de Difa, et aussi à l'ouest, donc dans les régions transfrontalières avec le Mali et Burkina Faso. Ça reste en suspens, on le saura. Mais moi, personnellement, je reste assez sceptique en ce qui concerne le lien de causalité entre le changement climatique et le conflit. Donc, dans ma présentation, je voudrais proposer quelques pistes de réflexion que j'ai par rapport à ce sujet, et je voudrais préciser que on travaille ensemble, donc c'est un travail aussi collaboratif avec Marc-André, on discute beaucoup avec Bruno, et on s'appuie aussi à donner des chercheurs de CIGR en ce qui concerne les données climatiques, et ce travail justement collaboratif avec les chercheurs qui travaillent sur les sciences climatiques et donc les chercheurs qui travaillent sur les dynamiques de conflit, c'est une richesse très importante qui permet de dépasser, à mon sens, ces approches de causalité. Donc, le Niger reste très vulnérable aux perturbations climatiques et son niveau de préparation à cette variabilité reste très faible. Dans les années à venir, le climat au Niger va devenir encore plus erratique. Il y aura une hausse des températures, une augmentation de variabilité des précipitations, leur intensité et du nombre d'inondations aussi, qui va augmenter encore. Donc à Niamey, à Agadez, à Difa, on était tous stupéfaits par les images assez frappantes des pirogues qui naviguaient dans les rues de Niamey. Donc, cette stress climatique, qui est un facteur important, on aura un impact critique sur l'économie politique du Niger dans les années à venir, qui dépend de facteurs sensibles au climat tels que l'agriculture, l'élevage et la pêche. Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on avait déjà vu dans les interventions de Thor, c'est que cette variabilité climatique, elle existait déjà depuis plusieurs années au Sahel, bien avant l'éclatement de la violence armée sans précédent au Sahel. Les conflits intercommunautaires et intracommunautaires pour l'accès aux ressources, donc l'eau, terre, animaux, ont été systématiquement réglés via mécanismes traditionnels, donc les lois coutumières. Aujourd'hui encore au Niger, dans les zones qui ne sont pas touchées par la violence armée, je pense spécifiquement à des zones à l'intersection de les régions de Tesker et de Zander qui subissent une très forte pression sur les ressources locales. Ces conflits intercommunautaires qui sont assez relativement récurrentes, et restent néanmoins relativement bien réglés par des mécanismes traditionnels, donc paiement de DIA, ou bien de manière encore plus sophistiquée via le recours à la médiation politique à travers des réseaux communautaires au plus haut niveau du sommet de l'État. Donc, il semble que les modes de gouvernance locale, les mécanismes et solutions coutumiers pour résolution de conflits continuent encore à fonctionner dans certains espaces qui ne sont pas concernés par la violence armée.
En revanche, dans les zones affectées par la détérioration des situations sécuritaires régionales, donc dans le lac Tchad et dans les zones transfrontalières avec le Mali, ce n'est plus le cas. Les systèmes de gouvernance locaux sont largement bouleversés et déstabilisés. Les relations de pouvoir qui faisaient fonctionner les modes de gouvernance d'avant semblent être contestées et même profondément transformées par l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment de groupes armés liés à l'État islamique ou Al-Qaïda. Ces groupes ont commencé à assurer progressivement une gouvernance limitée dans ces zones où ils opèrent. Ils peuvent utiliser la violence, mais ils peuvent aussi être des arbitres en cas de conflit, en construisant ainsi une légitimité locale. Dans les régions de Tillabéri et Tawa, les relations au pouvoir et les modèles de gouvernance sont en train de changer, aussi avec le renforcement de présence de groupes d'autodéfense à la base essentiellement communautaire. Certains membres de ces groupes peuvent avoir des liens d'appui logistique ponctuels avec des groupes armés, éparpillés un peu dans cette zone transfrontalière avec le Mali, ce qui crée beaucoup de confusion pour la population et qui mène encore à de nouvelles spirales de violence et de représailles. Et depuis un certain temps, les autorités nigériennes tentent à remédier à la situation à travers plusieurs dispositifs sécuritaires, opérations militaires, mais entre autres à travers les recrutements spéciaux de populations locales dans la garde nationale. Les modalités de la mise en place de ces dispositifs de recrutement de locaux induit encore un autre facteur de déstabilisation et de transformation de pouvoirs locaux au niveau très micro. Donc, les dispositifs de sécurité internationale et nationaux, c'est aussi un autre facteur de déstabilisation. Je ne veux pas parler de ça de manière développée. Ce que je voudrais dire de très important, c'est qu'il y a une multitude d'acteurs qui sont ainsi présents dans ces zones, qui ont des intérêts tous très différents et qui ont les modus operandi très différents. Et chacun de ces acteurs a sa propre interprétation et sa propre vision du conflit. Lorsque je discute par exemple avec un ressortissant de Tillabéri qui se présente à moi en disant qu'il est Peul, il a sa propre lecture du conflit qui est totalement différente de quelqu'un, de ressortissant de même localité, mais qui se présente à moi comme Touareg, et encore, les récits seront très différents en fonction de fractions, etc. Donc, on assiste aussi à une pluralité des interprétations de conflits. Et la pluralité de ces explications des conflits s'explique par la pérennité des structures d'inégalité sociale vis-à-vis de l'accès aux ressources, notamment à la terre et à l'eau. Ce que j'ai remarqué aussi dans mes entretiens, c'est que lorsque je discute et je pousse les personnes à aller un peu plus au fond, donc à parler longuement, il y a un renvoi quasi systématique aux événements marquants qui ont parfois lieu des dizaines d'années avant le conflit. C'est-à-dire qu'il y a un vrai retour au passé. Et donc ces récits qui renvoient au passé à des dizaines d'avant le conflit actuel reflètent parfois donc aussi aux interrogations aux droits fonciers. Et ces récits, ils font aussi partie d'une économie politique. Donc l'importance peut être oubliée ou même négligée dans le cadre d'un narratif dominant qui construisait en fait cette autre réalité de politics of land, ce que Milton avait dit tout à l'heure. Donc pour moi, l'intérêt en fait du travail à faire dans l'avenir, parce que je ne présente pas là quelque chose que j'ai déjà fait, mais ce que je souhaiterais faire, c'est justement de comprendre l'écologie politique actuelle
où le climat fait partie quand même, où le climat fait partie, une partie constituante, à travers les interprétations que les populations donnent elles-mêmes du conflit en cours, puisque l'accès à parole de ces populations et aux interprétations qu'ils ont peut mieux cerner les structures des inégalités sociales qui pourraient être oubliées par l'histoire écrite, l'histoire officielle. Et donc, ça va nous permettre de revenir et de voir autrement une dimension politique du conflit en cours. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Tania. Merci aussi pour ton respect scrupuleux du temps aussi, ce qui nous laisse amplement de temps pour les questions. Donc, question d'engager la conversation un peu, de joindre à tout le monde. Je ne vois pas pour le moment de conversation dans le chat. Bon, ça va venir au fur et à mesure. Donc, je vais peut-être lancer la première question. Ce que je trouve très intéressant de toutes ces interventions, c'est d'un côté, beaucoup d'intervenants ont misé sur la question du local. On est retourné vraiment sur cette idée-là que les conflits liés au changement climatique sont liés à un changement de mode de vie qui sont sur le terrain. Et d'un autre côté, on a beaucoup parlé d'intervention internationale et quel rôle jouait la Convention internationale. Ma première question, en fait, ce que je lance comme conversation et qu'on a laissé un peu de côté aussi, c'est quoi le rôle des gouvernements? Quel rôle pour les gouvernements nationaux? Comment construire l'État dans cette question-là? Je commencerai comme ça parce que je vois que les questions commencent à arriver sur Zoom et je préfère laisser les gens poser leurs questions et intervenir plutôt que moi, je mette mon grain de sel dans tout ça. Mais je laisserai intervenir librement. Je peux peut-être commencer. Je pense que Nicolas semble vouloir réagir sur Zoom. Je vois que déjà, je vois Tom Dalgianis, I think. Am I right? Yes. Great. I see that there's a question from the room. So we can take many questions and we can jump in so it make it more efficient. So I'll take a question here and then I'll jump on the question on Zoom, I think. Thank you. My name's Tom Delianis at the Wilfrid Laurier University in Waterloo, Ontario. My question's for Tor Benjaminson. You've framed your argument by saying that essentially creating a very strong argument that people argue that climate change will lead to violent conflict, but very few, as you even admit, serious scholars say that there's going to be a direct link between climate change and violent conflict without a host of other factors operating at the same time. But you use that argument essentially to discredit the possibility that there is a very complex relationship between human pressure on the natural environment and violent conflict. And I think it in some ways does a disservice to try to understand how human pressure on the natural environment can contribute to violent conflict if you frame it in a direct monocausal way, which admittedly too many policymakers do in trying to make a political argument for action on climate change. So, and I think that there is evidence from long-term studies in Mali. I point to the recent book by Patricia Toulmin on Delongabugu, where she talks about how human pressure in the natural environment in combination with changes in rainfall patterns, in cropping patterns, in a range of things are affecting livelihoods, and those effects have implications. Those effects have outcomes on security and stability in the community, but that says nothing about whether or not political ecological factors are also important. So I guess my question at the end of all of this is, don't you think that by ignoring trying to understand how precisely human pressure on the natural environment in the context of livelihood changes might be affecting social stability, we're missing an important part of the causal explanation of how climate change or other human natural impacts might be affecting violent conflict? Thank you. Thank you. I'll take I'll add another question that goes in your way too, that is from the Zoom. So basically he wants the panel to comment on the codification of land title for state corporate industrial extractive aims, and when it goes especially against indigenous or customary land management, and discussing how
this like draws conflict on the different sides, if it makes it clear. Is it clear? Good. I think I can leave you, Tor, to start the conversation. Yes, thank you very much for that question. I think it's a fair question because I did simplify things in my short presentation. But on the other hand, I'm not familiar with any research from the Sahel, any empirical research from the Sahel that actually can, empirically show that climate change plays a role in increasing the conflicts. But potentially it can, of course. It can. And perhaps if we are, we can perhaps see some indirect relations. For instance, in the fact that Tuareg, young Tuareg men migrated to Libya during the drought in the 1970s and 80s and came back as soldiers. So that might be one link. So there might be some indirect links. But I'm not ignoring, on the contrary, I've tried to do empirical research on this, looking at environmental change and in relation to conflicts. So the problem is that very often in these debates, the future is used as empirical evidence. And of course, anything can happen in the future, and climate change is happening in the Sahel. So, and there is a lot of uncertainty about what climate change will actually lead to in the Sahel. What climate modelers tend to say, even though the models go in slightly different directions, but most models point towards more rainfall, but also more concentrated rainfall, so a shorter rainy period with more intense rainfall. And what the consequences of that will be for people and ecologies in the Sahel is very difficult to say. So my problem with this climate conflict narrative is that there is a lot of speculation in it, and I'm more interested in the empirical facts. And of course, the fact that this is distracting us or taking out politics, taking attention away from the important issues in the Sahel. Good, thank you. Maybe we could jump online with Nicolas, who might want to have a bit of a... Oui, merci beaucoup pour me donner la parole. J'espère que vous m'entendez bien. J'essaierai de répondre aussi à ta question, Marc-André, puis à la question aussi sur les codes fonciers également, peut-être faire un commentaire sur l'intervention de Tom Delianis également. Alors, tu posais la question, Marc-André, sur le rôle des États, sur cette gouvernance et de la manière dont ils peuvent mitiger ces effets. Dans le cas du Sahel et dans le cas du Burkina Faso, mais également dans le cas du Mali, le gouvernement, en tout cas la construction du régime post-colonial, des États post-coloniaux, ont servi de facilitateurs de mauvaise gouvernance et d'accentuation des problèmes liés au changement climatique. Dans le cas du Burkina Faso, par exemple, l'État est l'acteur qui facilite l'implémentation du développement minier. C'est l'interlocuteur qui fait la gestion, la connexion entre le local et le global, entre l'implantation des entreprises minières et la cessation des droits, l'imposition de l'exploitation sur le local. Et donc, l'État est vu comme quelqu'un qui facilite l'aggravation des changements climatiques avec cette exploitation des ressources naturelles. Et ça va de même aussi avec la création ou le renforcement des espaces protégés, des aires naturelles protégées et la violence qu'elle suscite. Et ça, les populations, en fait, le perçoivent directement et c'est un cas et ça participe au rejet de la légitimité de l'État. Et d'un autre côté, en fait, ça facilite l'ouverture de fenêtres d'opportunité pour des acteurs qui viennent concurrencer l'État, comme les groupes armés, et qui peuvent avoir une narration, un discours d'opposition à l'État pour accroître, faciliter l'agrandissement de leur bassin de recrutement. Et ça, c'est vraiment prégnant dans l'ensemble des discours des données qu'on peut récolter sur le terrain.
dans le cas, et là, ça va arriver à la question du code foncier, en fait, cet État est aussi celui qui impose la transformation des codes fonciers. Et le développement minier, tel qu'il est fait au Burkina Faso, est aussi un instrument qui permet de faciliter cette transformation du code minier, du code foncier, étant donné que les expropriations qui se basent sur, comment dire, les dédommagements des expropriations qui vont se baser sur des régimes fonciers modernes occidentaux vont s'appuyer sur cette transformation du code minier et vont engendrer leur implémentation directe au sein d'espaces où il y avait une gouvernance endogène, qui avait une autre perception à la fois de l'environnement, à la fois du rapport à la terre et aux écosystèmes. Dans le cas du Mali et du Delta du Niger, l'excellent rapport qui a été produit pour la chaire Raoul Dandurand par Marie Brosquier, Cédric Jourde et M. Cissé, en fait, ont montré aussi comment la constitution de l'État postcolonial malien a facilité cette mauvaise gestion au niveau local des taxes imposées sur la transhumance des peuples semi-nomades qui transitaient par le delta du Niger, ce qui a créé des frustrations par la suite. Donc cet État est aussi responsable à ce niveau-là. Moi, ce que j'aimerais ajouter en réponse à Thor, c'est qu'on commence à avoir des preuves empiriques au niveau des changements climatiques au Sahel, et les migrations climatiques qu'on peut observer au Burkina Faso pourraient être un cas d'étude intéressant pour avoir plus de données empiriques à ce sujet-là. Et ce que j'ajouterai en dernier, en conclusion, c'est que dans ce débat sur les changements climatiques et les conflits armés, il ne faut pas qu'on oublie en fait l'importance de l'écosystème et de l'écosystème local comme une partie prenante intégrante du climat. Quand on détruit des écosystèmes locaux, que ce soit par la déforestation qui est le résultat de l'agriculture ou de l'expansion démographique sur le terrain, ou par le développement minier, on va accroître les changements climatiques et on va accroître la destruction d'écosystèmes qui contribuent en fait à renforcer la pluviométrie ou avec les forêts, les rainforests, ou accroître la pollution de certains cours d'eau qui vont contribuer à accélérer la désertification. Et dans ces écosystèmes, dans la compréhension de ces écosystèmes, il est important de prendre en considération la manière dont les sociétés s'intègrent aux écosystèmes et comprennent en fait leur interaction à l'environnement. Que ce soit dans le cas du Mali ou du Burkina Faso, les sociétés endogènes ou les constructions politiques endogènes se repose en grande partie sur une interprétation de l'environnement et de la gestion de l'environnement qui est totalement différente du modèle de modernité qui est imposé au travers des programmes de développement de la construction de l'État postcolonial. Merci beaucoup, Nicolas. Je sens que Bruno va intervenir, alors je te laisse. Merci. En fait, je pense à voix haute avec vous. Je veux réagir un peu à Thor qui a dit quelque chose, je pense, de super important, que l'un des problèmes, c'est que le futur est utilisé comme preuve empirique pour faire des analyses sur les conflits liés au climat. Et je accepte, et je suis totalement d'accord avec le point d'un point de vue universitaire, analyse, etc. Mais j'essaie de penser en d'autres termes, et notamment la pratique de la prévention des conflits, qui est nécessairement à un certain niveau basé sur des prédictions, justement, ou des tentatives de prédiction des endroits et des circonstances où des conflits émergeront. Donc, on se base sur des scénarios du futur pour produire des analyses, qui est évidemment spéculatif à un certain niveau, il n'y a pas de doute là-dessus. Et l'un des enjeux peut-être, et là je fais le lien avec la question de John, si j'ai bien compris la question de John, où l'un des gros éléments en termes très pratiques, empiriques, où l'on construit ou travaille sur la prévention des conflits, on va le voir surtout dans ce qu'on appelle de manière très générale le développement. On va parler de résilience, par exemple. On va parler de sécurité alimentaire. On va parler en général de politique de développement pour prévenir les conflits. Et là où je pense à la question, où le point de John rentre, je pense, en compte, et ça revient un peu à plusieurs des points que Nicolas et Thor ont fait aussi, Tania aussi a touché à ces questions-là, c'est le contraste ou la contradiction entre les besoins, disons, de prévention des conflits au niveau local, donc disons, la résilience locale, mais la vision aussi du développement qui est imposée de l'externe, et notamment, comme si je comprends bien le point de John, qui
qui est les industries d'extraction, notamment, qui viennent de l'extérieur et qui n'ont rien à voir nécessairement avec les besoins locaux, mais bien avec des besoins qui sont ailleurs, évidemment, donc les besoins d'une société de consommation. Donc, et là, je n'ai pas de réponse, comme je dis, je réfléchis à voix haute avec vous, je réagis à tort, mais cette question, pour moi, temporelle, est extraordinairement difficile au point de vue intéressante aussi au niveau intellectuel. Je comprends, je suis d'accord avec Thor, et en même temps, si je cherche, quand je dis je parle de ceux qui font de la prévention des conflits, si on cherche à prévenir des conflits, nécessairement on doit gérer ce futur. Et donc là, on est comme dans un entre-deux et je n'ai pas nécessairement la réponse ici là, à quoi que ce soit, comment faire ce genre de truc-là et comment éviter les dérapages, évidemment, de liens causaux qui sont faits trop rapidement sur des preuves empiriques du futur, ou comme Thor le disait. Mais bon, c'était le point que je voulais faire par rapport à ça. Mais toujours revenir aussi, je pense, comment ça se traduit dans les liens, ce fameux nexus sécurité-développement. Je pense que pour moi, c'est très fascinant aussi, mais ça, pour une autre fois peut-être. Merci. Je ne sais pas si Tania, vous voulez intervenir ou si on a toujours en ligne Manuela Garcia-Noas si vous voulez intervenir. Donc. Je ne sais pas, en fait, j'ai réfléchi par rapport à la question de John sur la question des industries extractives qui avait introduit une dimension à laquelle on ne réfléchit pas forcément tout de suite lorsqu'on pense au Sahel, paradoxalement. Et je trouve que c'est très intéressant comme question. Mais de fait, je réfléchis à voix haute avec vous, de fait de mon expérience, de ce que moi je travaille, j'ai eu l'expérience de travailler de d'une autre façon, en fait, sur une autre partie du Niger où il y a les industries extractives, donc là où travaille la compagnie pétrolière, le CNPC, et j'ai vu qu'il y a eu des conflits, je ne sais pas, en fait, ce que je pense toujours, c'est qu'il y a, lorsque les acteurs extérieurs qui viennent avec leur vision de développement du territoire, ça crée de nouvelles dynamiques de pouvoir et que ça crée des conflits. Mais la vraie question pour moi, c'est à partir de quel moment, quel est le seuil où on passe d'un conflit latent, de tensions latentes qu'on peut résoudre avec des mécanismes coutumiers, etc., à une exacerbation, à une violence absolument inouïe. Voilà. C'est plutôt une question qu'une réponse. Merci, Tania. Je vois qu'on a une question sur Zoom. Je vais prendre le temps de bien la lire. Donc, on a une question de X. Ce sera probablement la dernière question, malheureusement, parce c'est tout le temps qu'il nous reste. On a une question de Jean-Marc Page qui nous pose comme question: avec la situation géopolitique actuellement au Sahel, avec le sentiment anti-français occidentaux et le retour en force de la présence russe et de la Chine en Afrique, comment jugez-vous que le sujet du changement climatique sera traité dans le Sahel avec ce changement de géopolitique? Je sens d'avance qu'on pourrait en parler pendant toute la journée. Je laisse à vif si quelqu'un veut prendre cette question-là et faire une réponse brève. Moi, c'est le cœur de ma question. En fait, effectivement, dans quoi s'insère le changement climatique dans ce contexte-là? Et pour moi, je reviens à ce que je disais, je pense, dans ma présentation. Ça concerne beaucoup l'Europe, plus que les enjeux entre, par exemple, l'implication de la Russie, de la Chine et tout ça en Afrique. Ce que je constate, c'est l'Union européenne et certains membres de l'Union européenne en particulier qui mènent le jeu au niveau du Sahel, et leur préoccupation par rapport au changement climatique, je pense, revient des préoccupations actuelles et concrètes, empiriques qu'on peut voir sur, par exemple, les migrations causées par... Et là, il y a beaucoup de spéculation, il y a une partie d'analyse, il y a une partie des faits qui sont là, mais il y a aussi beaucoup de spéculation sur les migrations vers l'Europe qui s'accroîtront avec les changements climatiques. Donc, je pense que pour moi, la question est fondamentalement là. Si on regarde la production
de documents de recherche ou de documents de politique en Europe, la question migratoire revient régulièrement ou elle est implicite, alors que la production aux États-Unis, par exemple, pour faire une comparaison, me semble plus axée sur changement climatique égale terrorisme. Donc, les discours sont un peu différents et qu'est-ce que ça a comme implication et conséquences pour la suite des choses? Ça reste à voir. J'ai déjà donné des éléments de réponse là-dessus, mais on manque de temps. Donc, mais peut-être Tania voudra dire quelques mots sur la Russie notamment. Oui, je pourrais juste faire un petit complément par rapport à la Russie et au changement climatique et en quoi est-ce que c'est lié à l'Afrique et le repositionnement narratif de repositionnement ou repositionnement, comme vous voulez, de la Russie sur le continent. En fait, pour la Russie, comment moi je l'interprète, l'une des stratégies les plus importantes, c'est la quête de nouveaux marchés économiques en Afrique et l'exportation de denrées alimentaires fait partie des priorités de la Russie dans ce cadre de quête des marchés économiques. Et ici, l'enjeu de changement climatique comme un facteur, disons, objectif rentre en jeu en termes de reconfiguration de Russie, peut-être les perspectives éventuelles dans les années à venir. Merci beaucoup, Tania. Mais je pense que c'est tout le temps qu'on avait. Donc, je remercie beaucoup nos panélistes. Nicolas Hubert, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup, Manuela Garcia-Noa aussi. Merci, Tania, Bruno et Tar d'être ici avec nous aujourd'hui. Ça promet pour une belle journée de conférence et on a des présentations aussi enrichissantes. Donc, comme je réitère, tous les panels seront disponibles en ligne par après. Je vous invite à nous rejoindre à 10h30 pour le prochain panel et au plaisir de passer toute cette journée avec vous. Merci beaucoup.